Nidung, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons une question qui hante de nombreuses relations. Les gens peuvent-ils vraiment changer? Et si oui, de quel type de changement parlons-nous? C'est une interrogation profonde, surtout lorsque l'on se trouve dans une dynamique relationnelle complexe, voire difficile. Avant de plonger dans cette analyse, si vous appréciez ce genre de contenu qui invite à la réflexion, pensez à vous abonner et à activer les notifications. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Votre soutien nous est précieux. Parlons donc de la nature du changement. Pour clarifier notre propos, imaginons qu'il existe deux catégories de changement, une distinction simple mais puissante. D'abord, il y a le changement avec un petit c. Ce sont les ajustements comportementaux du quotidien. Des choses comme baisser la lunette des toilettes, vider le lave-vaisselle, envoyer un message pour prévenir d'un retard, ne pas être sur son téléphone quand l'autre vous parle de quelque chose d'important. Dire merci, passer du temps de qualité avec les enfants, être présent. Ce sont des changements concrets, observables, des habitudes que l'on peut modifier avec un effort conscient. Et puis, il y a le changement avec un grand C. Celui-ci est d'une toute autre nature. Il ne s'agit plus de simples actions, mais d'une transformation profonde de la personnalité. C'est un changement qui touche aux plaques tectoniques de l'être. On parle ici de développer la conscience de soi, de s'investir réellement dans l'intimité et la proximité émotionnelle. On parle de respect, de capacité à l'introspection, d'assumer la responsabilité de ses actes. C'est comprendre qu'il y a une autre personne dans la relation qui n'existe pas uniquement pour satisfaire vos besoins, et qui a une perception de vous parfois très différente de la vôtre. Le changement avec un grand C, c'est apprendre à faire passer les besoins des autres avant les siens, alors qu'on ne l'a jamais fait. C'est développer l'intégrité, l'honnêteté, la gentillesse, la compassion. C'est une modification de l'ADN émotionnel. Alors, la question cruciale se pose. Une personne au profil narcissique peut-elle changer? Pour les changements avec un petit c, la réponse est parfois oui. Sous une pression suffisante, avec une menace de perte assez forte, ou dans le cadre d'une thérapie, une personne narcissique peut apprendre à faire certains de ces ajustements. Elle peut apprendre à baisser la lunette des toilettes la plupart du temps, à emmener les enfants à leur entraînement de foot de temps en temps, ou à modérer ses comportements douteux sur les réseaux sociaux. Mais attention, lorsque ces petits changements se produisent, attendez-vous à ce qu'ils soient remarqués, applaudis et célébrés. Ils ne sont souvent pas le fruit d'une volonté sincère de faire plaisir à l'autre, mais un moyen d'obtenir la paix ou une récompense. Mais qu'en est-il du changement avec un grand C? Là, la probabilité s'effondre. Pour qu'une telle transformation ait lieu, il faudrait un scénario presque utopique. Une thérapie intensive, hebdomadaire, avec un thérapeute exceptionnel, spécialisé dans les traumatismes, qui ne se laisse pas manipuler et qui confronte la personne à ses comportements. Il faudrait aussi que la personne narcissique soit elle-même profondément motivée à changer, prête à faire le travail éreintant de régulation émotionnelle, à développer une humilité et une capacité de remise en question qu'elle n'a jamais eue. C'est un engagement d'une vie qui demande des ressources financières, un soutien et une humilité rares. C'est un peu comme espérer gagner au loto. Possible en théorie, mais extraordinairement improbable en pratique. Ceci nous amène à une réflexion essentielle, inspirée par les travaux de la célèbre thérapeute de couple Esther Perel. Elle suggère que les relations durables, et en particulier les mariages, remplissent deux fonctions principales. La première fonction est celle de l'amour et de la connexion. C'est le lien émotionnel, l'intimité, la sécurité, la compassion, la passion. C'est le désir d'être avec un partenaire qui nous voit, nous entend et nous soutient. La seconde fonction est celle de l'échafaudage, de la structure. C'est tout ce qui constitue le cadre de la vie commune. La maison, les enfants, la famille élargie, le statut dans la communauté, les amis communs, les vacances, la vie sociale, le sentiment d'appartenance. C'est la fondation pratique et sociale sur laquelle la vie est construite. Dans une relation avec une personnalité narcissique, c'est la première fonction, l'amour et la connexion, qui est presque toujours défaillante. Ce désir d'un lien sûr, constant et compatissant est la source de la douleur, du sentiment d'être piégé, du désespoir, de la confusion et de l'autoculpabilisation. C'est un deuil immense,
car cette connexion ne sera jamais stable. Bien sûr, il peut y avoir des jours de répit, des moments où tout semble parfait, une journée de vacances idyllique, un retour du travail de bonne humeur. Ces éclats de lumière peuvent alimenter l'espoir que ce bonheur est durable. Mais la nature même de la personnalité narcissique rend cette stabilité impossible. Ces bons jours deviennent alors une source de confusion, où l'on se demande « Pourquoi ne peut-il pas en être toujours ainsi? Qu'est-ce que je fais de mal ?» La question devient alors, si l'on ne peut pas avoir cette connexion saine et aimante, est-ce que l'échafaudage, la structure, est suffisant? Peut-être que les vacances annuelles au bord du lac sont primordiales pour vous. Peut-être que le cercle d'amis communs que vous voyez chaque semaine est essentiel. Peut-être que le confort financier, les dîners de famille du dimanche, l'appartenance à une communauté soudée, ou le désir de voir grandir vos enfants au quotidien sont ce qui compte le plus. Ou peut-être que le statut social qui découle de cette union a une grande valeur à vos yeux. C'est ici qu'intervient le concept d'acceptation radicale. Cela signifie reconnaître que la rage, la critique, le dénigrement, le gaslighting et l'invalidation feront toujours partie de l'équation. Mais en même temps, admettre que la structure, cet échafaudage, vous plaît, qu'il a du sens pour vous et que vous voulez le préserver. C'est un choix conscient de rester pour le cadre, tout en abandonnant l'espoir d'une véritable connexion émotionnelle. Cette décision est profondément personnelle et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. J'ai vu des personnes pour qui l'échafaudage, la routine, le monde social étaient tout. Mais une fois qu'elles ont accepté que la relation ne serait jamais cet espace d'amour et de sécurité psychologique qu'elles espéraient, elles ont réalisé que la structure seule ne suffisait pas. Aussi terrifiant que cela puisse être, elles ont choisi de partir, de construire de nouvelles vies, et ont finalement ressenti un immense soulagement de ne plus attendre l'impossible. D'un autre côté, j'ai aussi accompagné des personnes qui ont fait le choix inverse. Elles ont renoncé à 95% de l'espoir d'une connexion amoureuse. Les trahisons, la cruauté, la rage les blessaient toujours, mais ne les surprenaient plus. Pour elles, l'échafaudage était primordial. La maison de vacances, les traditions familiales, voir grandir les petits-enfants, la sécurité financière. Tout cela avait plus de poids. Elles ont reconnu qu'elles tiraient un sens, un but et même de la joie de ces structures. Souhaitaient-elles que ce soit différent? Oui, absolument. Elles auraient adoré avoir le tout, l'amour et la structure. Mais elles ont accepté la réalité et choisi de préserver ce qui comptait le plus pour elles. Parfois, cette décision est empreinte d'une profonde compassion. Je me souviens d'un homme marié à une femme terriblement abusive sur le plan narcissique. Leurs enfants étaient adultes. Il savait que s'il partait, sa femme rendrait la vie de leurs enfants et petits-enfants encore plus misérable. Il est donc resté. Il a accepté ce fardeau comme le prix à payer pour protéger les siens. Il trouvait sa joie dans les petits moments, voir ses petits-enfants au parc, assister à leur spectacle de musique. Certains qualifieraient cet homme de codépendant, mais ce n'est pas le cas. C'était une décision mûrement réfléchie et pragmatique. Il avait renoncé à l'amour et à la connexion avec sa femme depuis longtemps, mais il a préservé l'échafaudage familial qui lui était cher. Nous avons rarement la vie que nous voulons. Nous avons la vie que nous avons. Et nulle part ailleurs cette vérité n'est plus crue que dans les relations narcissiques. Elle nous rappelle douloureusement que parfois, nous n'obtenons pas tout ce dont nous avons besoin d'une seule relation. Ce principe s'applique aussi aux relations familiales. Parfois, l'amour, la sécurité et la connexion avec des parents ou des frères et sœurs ne sont tout simplement pas là. Mais le sentiment d'appartenance, les traditions, ou les liens avec d'autres membres de la famille au sein de cette structure peuvent avoir de l'importance. Être honnête avec soi-même, voir clairement que l'échafaudage compte pour vous, tout en sachant que l'amour et la connexion sécurisante ne pourront jamais s'y épanouir de manière constante, est la partie la plus difficile du chemin. Mais reconnaître la valeur de ces structures, si elles sont votre raison de rester, est une raison tout à fait valable. L'important est de le faire les yeux ouverts, sans vous juger. Le cheminement n'est pas linéaire. Vous pouvez croire aujourd'hui que la structure est tout, mais avec le temps, à mesure que l'espoir s'érode, vous pourriez changer d'avis. Ces changements de perspective peuvent vous entraîner sur des sentiers sinueux. Mais en ramenant la question à ces termes fondamentaux, l'amour ou la structure, nous pouvons apporter de la clarté à une situation qui semble souvent si confuse. Et la clarté, même si elle est douloureuse,
est toujours le premier pas vers la guérison. Merci.